Bon, alors du coup, on va commencer. Moi, je m'appelle Camille Stark, je suis la co-animatrice du groupe d'action de la France Insoumise de Saint-Malo. Je suis très contente de voir qu'il y a autant de monde à un meeting unitaire à Saint-Malo. Je suis très contente de pouvoir faire ce premier meeting avec la NUPES, mais aussi avec le MPA et l'UDB. Le premier meeting de l'IDE-Vilaine, le meeting commun d'IDE-Vilaine. Je voulais juste remercier les militants et les militantes qui nous ont aidés à organiser ce meeting. Ça nous a demandé beaucoup de temps. Je voulais aussi remercier les gens qui sont présents, qui ne sont pas tous des militants. Je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver de l'énergie pour lutter contre cette réforme des retraites, mais aussi lutter pour d'autres choses. Je pense que ce meeting, c'est un bon point de départ, parce qu'à Saint-Malo, on va se battre tous ensemble contre la réforme des retraites, mais on a d'autres problématiques locales qui vont nécessiter qu'on se serre tous les coudes, notamment l'hôpital, la défense des terres agricoles limotées, la défense aussi de tout ce qui est la ressource en eau. Aussi, on va avoir des problèmes par rapport à ça dans l'avenir. Donc vraiment, profitez-en pour discuter entre vous et surtout pas de résignation. Tous ensemble, on arrivera à faire reculer le gouvernement et on arrivera tous ensemble à s'en sortir. Allez, vous les faire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et permettez-moi, j'ai préparé quelque chose parce que notre temps imparti est 10 minutes et je nous connais, quand on commence, il ne sait jamais s'arrêter. Donc mes chers amis Malouine et Normain, merci d'ailleurs pour cette invitation pour représenter le Parti Socialiste ce soir pour ce meeting sur les retraites. Et pour ma part, c'est mon premier meeting. Donc je voudrais rentrer très vite dans le vif du sujet. On peut déjà s'étonner donc du timing de cette réforme. Pourquoi le président Macron a-t-il relancé la réforme des retraites en ce début d'année alors que l'urgence est ailleurs? Je devrais dire les urgences, tellement elles sont nombreuses. Lutte pour le pouvoir de vie, remise sur pied sur notre système de santé, la vote d'une grande loi sur l'autonomie, l'investissement dans l'éducation, la justice et sans compter bien sûr les milliards dont nous avons besoin pour faire l'indispensable dissertation écologique. Mais le président Macron veut sa réforme, clairement haut et fort que les Français lui ont donné mandat pour le faire. C'est faux, il le sait, mais il ment sans vergogne et nous propose la pire des réformes qui soit. La réforme Borne-Macron veut frapper vite et fort. Dès le mois de septembre 2023, si elle est adoptée, l'âge de départ va augmenter de 3 mois supplémentaires chaque année. Celles et ceux qui devaient partir en fin d'année doivent revoir leur projet de vie. C'est une brutalité sans nom, cette réforme est inutile et injuste. Inutile d'abord. Avant de démontrer l'injustice de la réforme proposée, interrogeons-nous sur sa nécessité. Le gouvernement nous dit que cette réforme est rendue nécessaire par un déficit qui met en péril notre système. C'est faux. En France, en 2020, le montant total des pensions versées était de 332 milliards d'euros, soit 14,4% du PIB. Les retraites coûtent cher, c'est vrai, mais avec l'Italie, la France est un des pays de l'OCDE qui affiche le niveau le plus élevé. Mais ce n'est pas un problème en soi, tant que la dynamique des dépenses est maîtrisée. Et elle l'est. En 2022, le régime de retraite est excédentaire. Excédentaire, j'insiste. De 3,2 milliards d'euros, après 900 millions d'excédents en 2021. Alors oui, les perspectives du Conseil d'orientation des retraites, le COR, laisse entrevoir un déficit d'une dizaine de milliards pour les années qui viennent, en raison d'un déséquilibre démographique temporaire. En 2027, le déficit serait de 12,4 milliards et de 13,5 milliards en 2030. Mais ce déficit, au vu du montant total des retraites versées, 340 milliards d'euros, est-il inquiétant? Je pense que non. Nous pensons que non. Je veux pour preuve que le poids des retraites dans la richesse produite par notre pays n'augmente pas, ce qui fait dire au président du COR, je cite, « Il n'y a pas de dérapage des retraites, il n'y a pas de dynamique non contrôlée des dépenses ».
Même dans les scénarios les plus dégradés du COR, les dépenses de retraite seront quasi stables en pourcentage du PIB. Il n'y a donc aucunement péril en la demeure, comme le gouvernement veut le faire croire aux Français. Notre modèle de retraite basé sur la répartition est un choix collectif, un modèle de société que nous revendiquons, d'autant qu'il est basé essentiellement sur des dépenses publiques. Si toutefois cette réforme avait vraiment pour but d'équilibrer le régime des retraites, ce qui est un mensonge, des alternatives existent. Arrêtons d'exonérer des cotisations les salaires, car ce sont nos cotisations et celles des employeurs qui paient les retraites. Les exonérations de charges, c'est 84 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État par an. Arrêtons de payer les gens à coups de primes, exonérés de charges et augmentons leur salaire. Imposons un équilibre salarial entre les femmes et les hommes et mécaniquement les comptes sociaux s'amélioreront. Améliorons le travail des seniors pour éviter qu'ils soient remerciés avant l'âge de la retraite et qu'ils se retrouvent dans une situation intenable, pas en emploi, pas en retraite, mais vraiment en galère. L'âge moyen de cessation définitive d'emploi est nettement plus précoce que celui d'accès à la pension de retraite. L'écart est en moyenne de 2 ans. C'était le cas en 2021. 17% des personnes âgées de 62 ans, elles étaient soit au chômage, soit au RSA, soit en invalidité. Reculer l'âge légal, c'est augmenter cette période du ni en activité, ni en retraite, c'est laisser s'installer une paupérisation croissante. Les conséquences sociales sur les seniors seront terribles. Elles ne figurent pas dans l'étude d'impact, mais bien chiffrées par l'administration. On va avoir à peu près 40 000 personnes de plus au RSA, 40 000 personnes de plus à l'allocation de solidarité spécifique et de l'ordre de 90 000 personnes de plus au chômage. Pourquoi vouloir reporter l'âge de départ quand les entreprises poussent déjà leurs salariés âgés vers la sortie via des plans de départ volontaires ou des ruptures conventionnelles en fin de carrière? Si on veut trouver de l'argent pour financer les caisses de l'État ou de la sécurité sociale, croyez-moi, il y en a. Pour n'en citer que quelques pistes. Le bénéfice net cumulé des entreprises du CAC 40 atteint déjà 140 milliards d'euros. Les multinationales envoient 40% de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Depuis 2020, les 10 premiers milliardaires ont gagné 189 milliards d'euros. Les taxer à hauteur d'à peine 2% permettrait de financer le déficit attendu des retraites. L'explosion des rémunérations des patrons du CAC 40, à l'image du patron de Total, M. Pouyanné, dont la rémunération a augmenté de 52%. Mais non, aucun de ceux qui pourraient plus justement participer à la solidarité nationale n'ont été inquiétés par le gouvernement. Pas de taxe sur les super-profits, ni sur les super-dividendes. Pas de taxation des multinationales qui pratiquent l'optimisation fiscale agressive. Pas de taxation sur l'impôt sur la fortune. Pas de taxation non plus des profits scandaleux des concessions autoroutières. Cette réforme est également injuste. Non contente d'être inutile, la réforme proposée par le gouvernement est injuste socialement et fiscalement. Car au-delà du fond de la réforme auquel les Français n'adhèrent pas, il y a aussi le fait qu'ils soient les seuls mis à contribution. Toutes les réformes passées des retraites se sont accompagnées d'un effort des plus aisés et de majoration de cotisations pour les entreprises. Pourquoi demander encore des efforts aux Français? Pourquoi leur demander de travailler 2 ans de plus quand on refuse de mettre à contribution, même de manière modeste, ceux qui se gardent? Cette réforme, je le dis sans embâche, est un impôt sur la vie des classes moyennes et populaires. Aujourd'hui, un quart des plus pauvres de nos concitoyens n'atteignent pas 62 ans. Combien seront-ils après la réforme d'Emmanuel Macron? Près de 10 000 de plus chaque année. Voilà la sombre et funeste vérité. Après la réforme, la probabilité de mourir avant l'âge de la retraite va augmenter pour les plus modestes 2 fois plus que pour les plus aisés. Au total, pour les 40% d'hommes les plus modestes, la durée de vie à la retraite sera diminuée de 15%. Les Français modestes vont payer l'addition. Les chômeurs, avec la réforme de l'assurance chômage hier. Les actifs et les retraités avec la réforme des retraites aujourd'hui. Les précaires avec la réforme du RSA demain.
Personne ne sera épargné, pas même les soignants d'un hôpital plus malade que jamais, et donc pourtant le gouvernement continue de baisser les moyens. C'est écrit dans la loi de financement de sécurité sociale, c'est écrit dans la réforme des retraites, le gouvernement reprendra d'une main, demain, ce qu'il a fait prétendu donner de l'autre avec le Ségur hier. Cette réforme aggrave toutes les injustices, creuse toutes les inégalités, ne guérit aucun des maux qui frappent les Français. C'est du sel jeté sur les traits de la vie. Ce sont les femmes et les hommes dont l'espérance de vie à la retraite en bonne santé est plus courte qui paient le prix fort de cette réforme. Je rappelle ce chiffre terrible. En moyenne, un homme gagne 6,3 années de plus que l'ouvrier. Sans opposer les uns aux autres, la véritable justice ne serait-elle pas de partir après 43 années de cotisation? C'est mon intime conviction. Pour finir, voilà comment le président, confondant le vrai CNR, le Conseil national de la résistance, avec son pseudo-CNR bidon et sans consistance, se transforme en syndic de faillite de la République sociale. Voilà comment le président de la République s'engage à contresens du progrès humain. Avec lui, c'est ce long et exigeant combat pour faire de la retraite une nouvelle étape de la vie, là où elle fut longtemps l'antichambre de la mort, qui s'émousse et qui recule. Il n'est pas un réformateur. Il est le président le plus au service de la finance et du marché qu'ait connu la Ve République. Face à cela, les syndicats se sont unis. Et aujourd'hui, c'est unique que cette gauche se présente devant vous, comme nous le faisons ce soir. Et je tiens à saluer mes collègues, mon collègue Frédéric Mathieu. Tout se passe très bien à Paris, à la LPES. Voilà. Nous travaillons très bien ensemble, tout le temps. On n'a jamais de... C'est sûr qu'il y a des débats houleux, je ne voulais pas déborder, mais on est obligé de le dire. Mais quand on retire nos amendements et que c'est Renaissance qui les reprend pour déposer des scrutins publics et prendre la parole, qui a freiné le débat à Paris, qui ne voulait surtout pas voter cet article 7, c'est la majorité. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas voter. Quand vous demandiez à n'importe quel député, t'en penses quoi? Moi, dans les médias, je ne voterai pas. Bah oui, ça savait très bien qu'ils diraient quoi la voter. Donc voilà. Donc, alors au-delà, donc partout dans le pays s'élève la voix du peuple. Votre présence nombreuse ce soir en témoigne. Cette réforme, les Français n'en veulent pas. Pour autant, le gouvernement ne cédera que si nous arrivons à convaincre toutes et tous de descendre de la rue, de signer des pétitions, de se mobiliser encore plus massivement pour entendre dire non à la retraite à 64 ans. Merci d'avoir rappelé ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent sur la NUPES, etc. Donc tout va très bien, malheureusement pour tous les médiacrates parisiens qui sont au service des milliardaires qui possèdent la chaîne des télés dans lesquelles ils bossent. Tout va très bien, mais bon, l'envie de voir les choses éclater, les choses dégénérer, ça commence à se voir, ça va devenir suspect. Je tiens en effet à dire un grand merci à tous les bénévoles qui se sont engagés pour que ce type d'événement puisse avoir lieu. C'est extrêmement important et vraiment, on sait quel est le poids de l'organisation, notamment sur le plan personnel. Merci à vous. Puisqu'on est en train de tordre le cou aux idées reçues, qui sont propagées justement dans ces grandes rédactions parisiennes, donc Lagardère, Bouygues, Bolloré, AI, enfin, tout ça, ils en sont propriétaires. Sachez, au demeurant, alors j'ai que 10 minutes, c'est ça? Oui. D'accord. Sachez qu'au demeurant, un média, c'est déficitaire. C'est déficitaire. Je dis ça parce qu'il faut quand même se mettre dans la tête que quand un milliardaire, pour qui un sou est un sou et ne fait jamais aucune opération ni financière ni industrielle, ni tout ce que vous voulez gratuitement, mettre du pognon dans quelque chose qui est naturellement déficitaire, ça doit quand même émettre quelques soupçons en termes démocratiques. Donc oui, ils ont des médias pour essayer de formater l'opinion publique et ils s'en cachent pas, ils se gênent pas. D'ailleurs, c'est connu, nous sommes des sauvages. Nous, les parlementaires de gauche, la NUPES, les députés, qu'est-ce qu'on a été mal polis. Et puis on a crié fort, sans mauvais jeu de mots, voilà. On a crié fort, oh là là. Puis on était toujours à poser des questions, oh là là, c'est pas bien dans un...
dans un parlement, dans une assemblée nationale, poser des questions. D'ailleurs, Dussopt, il nous l'a dit, je n'ai aucun compte à vous rendre. Ah bon? On est les élus de la nation, lui, il est ministre. Il est personne, il n'est rien pour dire ça aux élus de la nation. Vous n'avez aucun compte à vous rendre. Eh ben si, nous on a des comptes à demander, et puis on va demander des comptes, et on va continuer. Et c'est comme ça, par exemple, qu'en posant des questions encore et encore, on est venu à bout de l'escroquerie des 1200 € quand même. C'est sympa ces 1200 €. Hein? Alors ça c'est sûr, ils auraient voulu qu'on passe juste 2 minutes dessus, parce que quand vous prenez la parole à l'Assemblée nationale, c'est pas 10 minutes comme ici on est bien traité, non, c'est 2 minutes, et puis au bout de 2 minutes on coupe les micros. Donc il aurait fallu que par exemple, je sais pas, moi, Frédéric Mathieu ou un autre, se lève et dise pendant 2 minutes, on a besoin d'avoir des informations sur ces 1200 €, on a quand même quelques doutes raisonnables. 2 minutes, fin de la prise de parole. Puis à la limite, soit le ministre qui n'a aucun compte à nous rendre n'aurait rien répondu, ou peut-être dans un élan démocratique improbable de la part de M. Dussopt, se serait levé et aurait dit « Vous avez tort, nous sommes très sincères là-dessus. » Fin de la prise de parole. Ben non, on les a pas lâchés. On les a pas lâchés. Pendant des heures et des heures, les 1200 €, alors 1200 € brut, net. Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes, dans quelles conditions, etc. etc. Et c'est grâce à ça, à ce travail qui a été désagréable pour les ministres, et désagréable pour les députés macronistes, désagréable aussi pour les grands médiatrates, les grandes rédactions parisiennes. Ben, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tout le monde sait que c'est bouffant. Et si on avait été bien poli à tenir salon avec eux, avec perruque poudrée sur la tête, en train de boire du thé, ben, personne n'en saura rien. Et aujourd'hui, c'est repris par des médias nationaux et locaux. Ah, grosse difficulté. En effet, ils ont menti, c'est du vent, c'est du vent. Donc oui, on a insisté, on a beaucoup insisté, et il fallait insister. On ressort quand même de ce débat avec le mensonge sur les 1200 €. On ressort de ce débat avec un grand flou artistique sur les carrières mondiales. 43, 44 ans, quand on a commencé à 16 ans, on part à 60 ans. Ok, c'était 44, donc je ne vois pas du tout la présentation des carrières mondiales là-dedans. Ah oui, mais il y aura les années paires, les années impaires. Bon. On n'en sait toujours rien, mais en tout cas, vous savez que c'est du flan. Vous savez que c'est du flan, vous savez qu'il n'y a rien dedans. Et c'était quand même notre rôle. Notre rôle, c'est pas d'être poli avec des personnes qui mettent en œuvre une réforme qui est profondément violente. Notre rôle, c'est de faire en sorte que la démocratie puisse se développer. Et quoi de mieux pour développer la démocratie que de poser des questions là où ça gêne? D'aller jusqu'au fond des choses. Ils ont une étude d'impact. Normalement, on doit faire une étude d'impact quand on dépose un projet de loi et une proposition de loi. Surtout un projet de loi. Dans cette étude d'impact, il y a plus de courant d'air que dans un hall de gare. Il y a des trous partout. Et notre rôle, nous, parlementaires, et singulièrement à gauche, parce que la démocratie, telle qu'elle est portée, je suis désolé, mais c'est la gauche, hein, la droite n'a jamais été une grande démocrate, c'est pas dans son ADN, eh bien, c'est notre rôle de mettre les pieds dans le plat, n'en déplaise à la bourgeoisie. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça continuera à se passer. Point à la ligne. On sait par qui on a été élu. On sait sur quoi on a été élu. On sait pourquoi on est là. Et s'ils nous trouvent un petit peu trop impolis, comme ils nous trouvaient mal habillés au mois de juin, bon, moi je me trouve plutôt classe en fait. J'ai vu ma mère tout à l'heure, je vais emprunter sa voiture parce que la mienne a fait une seule elle m'a dit qu'est-ce que t'es beau mon fils. Merci maman. Bref. Eh ben oui, on continuera à les perturber. C'est comme ça. Et puis comme ça nous donnera des billes aussi pour pouvoir débattre. Avec vos collègues, avec vos amis, avec vos voisins, et de dire oui, il y a des escroqueries. On est à combien de temps? 5 minutes. Magnifique. Donc sur les 1200 €, sur les 43, 44 ans, on y allait. Allonger la durée de cotisation, c'est mettre des jeunes au chômage. L'OFCE, l'Office français de la conjoncture économique, qui, comme tout le monde sait, est un organisme méchamment gauchiste au service de crypto-bolcheviques, enfin bref, c'est un institut gouvernemental qui fait des études économiques. Donc on prévoit environ plus 90 000 demandeurs d'emploi, forcément chez les plus jeunes. On prévoit aussi, puisque le chômage augmente, et que finalement ce qu'ils appellent les métiers en tension vont être vachement moins en tension, une baisse d'ici 2030, une baisse du salaire réel de 3%. 3%. C'est déjà pris combien là? Allez, 8-10% dans la gueule, excusez-moi de parler comme ça, mais je m'en prends parler. D'inflation depuis un an, les salaires ont à peine augmenté de 3%, mais on nous dit que le salaire réel d'ici 2030, avec cette réforme-là, serait susceptible de baisser de 3%. Ça, c'était pas dans leur étude d'impact, je vous renvoie au courant d'air, dont j'étais en train de parler tout à l'heure. Donc forcément,
forcément, on a essayé d'aller jusqu'au bout des choses. Et ils se plaignent, ils font semblant, et Claudia l'a bien rappelé, ils font semblant de dire « Ah, vous voulez pas débattre ?» Oui, en effet, Claudia a raison, lorsqu'on a retiré, c'était quoi, 1300, 1500 amendements d'un coup, eux, ils les ont retenus, puis ils ont mis des scrutins publics dessus. Donc nous, on a arrêté de parler pour voir comment ça se passait, et puis en fait, ils s'en servaient. Mais depuis le départ, on est sur un hold-up démocratique. Depuis le départ, on est sur un hold-up démocratique. Déjà parce que Macron n'a jamais été vu là-dessus. Pardon. Mais nous, la gauche, on a été dans l'intérêt général. Pas une seule voix à Marine Le Pen. Moi, je vais voter Macron, pas apparemment pour Macron, vous en doutez. Mais pour éviter que Le Pen soit à l'Élysée, ça aurait été dramatique. Bien entendu, ça aurait été dramatique. Bien entendu, c'est des choix difficiles à faire. Mais on l'a fait, on a fait prévaloir l'intérêt général. Et lui, il fait quoi? Il fait prévaloir l'intérêt particulier d'une petite caste de goinfrés en disant, vous allez travailler plus longtemps. C'est un hold-up sur la démocratie. C'est un hold-up sur la démocratie de par le temps qui nous était donné pour débattre. Vous vous rendez compte? 9 jours. Et encore, monsieur, vous êtes optimiste, monsieur. Le lundi, on commence les débats à 16h. Le mardi matin, vous avez réunion de groupe. Le mardi après-midi, de 15h à 17h, vous avez des questions au gouvernement. Vous commencez à redébattre des retraites le mardi après-midi à 17h. Le mercredi matin, il y a des commissions obligatoires. Donc vous recommencez à débattre des retraites le mercredi après-midi à 15h. Le jeudi, il y avait une niche PS. C'est pas la faute du PS, c'était prévu depuis longtemps. Le PS a dit... On a demandé à la reporter. C'est ce que j'allais dire. Elle me coupe la parole. T'avais 10 minutes. Vous voyez, ça se passe mal entre nous. On pourrait dire, la NUPES va décaler. Les socialistes ont dit, attendez, là, il y a une journée, notre niche, on veut l'exercer, ok, il n'y a pas de problème, mais décalons-la. Non, elle a été maintenue, parfait. Et on continue comme ça, on arrive au week-end. Ah ben, le week-end, on ferme. Le week-end, on ferme. Opportunément, au Sénat, où il y a une majorité républicain qui, comme vous le savez, ont décidé d'être les complices de la Macronie dans cette histoire, les 2 week-ends sont ouverts. Vous me confirmez, messieurs les sénateurs? Les 2 week-ends sont ouverts. On travaille. On y bosse. Ça y va. Bizarrement, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour... voilà, on fait le repos le week-end, et eux, c'est les 2 week-ends qui sont ouverts. Nous avions demandé l'ouverture des week-ends. Et nous avions demandé dès le départ, on a dit dès le départ, mais vous l'avez entendu, mais, la procédure contrainte d'un texte rectificatif budgétaire, c'est un hold-up sur la démocratie. On n'a pas le temps de discuter sérieusement. On n'a de toute façon pas le temps de discuter sérieusement, et de toute façon, je vous ai donné le rythme calendaire de ce qui nous sonne un petit peu à l'Assemblée nationale, on n'a pas le temps de discuter sérieusement. Un hold-up, ça doit aller vite. Un hold-up, ça doit aller très vite. Voilà. Vous avez Elisabeth qui était dans la bagnole, à la sortie de la banque, le pied sur l'accélérateur, en train d'attendre à l'intérieur Gabriel, Attal, Olivier, Dussopt, qui n'a pas craqué. Je peux vous dire, c'était pas mal. Et ceux qui tiennent la caisse, c'est qui? C'est nous. Et quand je dis nous, c'est pas les parlementaires de gauche, c'est nous tous. Vous. C'est vous qui tenez la caisse dans la banque. C'est vous qui empêchez ce hold-up. C'est vous qui l'empêchez. Et ils veulent vous décourager. Ils veulent céder sur votre volonté. Ils veulent faire en sorte que vous cédiez les clés du coffre. Bah, je pense que toutes et tous ensemble, on a décidé qu'on n'allait pas céder les clés du coffre. On n'allait pas céder les clés du coffre. Et c'est normal. Ça n'est pas justifié. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Claudia. Ça n'est pas justifié. Il n'y a rien qui est justifié là-dedans. Rien qui est justifié. 84 milliards d'exonération de cotisations sociales dans le PLFSS 2023. 84 milliards sans aucune contrepartie. Toujours fondé sur la légende de ça va créer des emplois, ça va relancer le pouvoir d'achat. Ça vous fait quoi de voir votre salaire augmenter? Du flanc. Du flanc. 84 milliards enlevés du budget de la sécurité sociale sur 2023. Au demeurant, la sécurité sociale reste quand même excédentaire. C'est dire le modèle, la puissance du modèle sécurité sociale. La mutualisation plutôt que l'assurance privée individuelle. 84 milliards, alors qu'ils nous promettent, c'est quoi la but de ce traité? Ils nous promettent, c'est quoi? C'est 15 milliards d'euros peut-être d'ici 2030? Non mais franchement. La question des retraites, c'est une question de répartition des richesses. Et la richesse produite, il n'y a que le travail qui produit la richesse. Il n'y a que le travail qui produit la richesse. Le capital, ça ne produit pas de richesse. Le capital se moindre sur la production de richesse par le travail. C'est très simple, vous laissez des êtres humains en libre, ils vont se mettre à travailler. Ils vont se mettre à,
sais pas, chercher de la nourriture, etc. Enfin, si on est dans le fantasme de l'état de nature, par exemple, ils vont faire des trucs. 12 minutes. Ouais, je me dépêche. Donc c'est un hold-up sur le travail, c'est un hold-up sur les richesses. Et je voudrais dire quand même une dernière chose. En parlant du travail. Travail, la force qu'on a, la force de travail qu'on a. Travail, emploi, la différence entre le travail et l'emploi, on est d'accord là-dessus. Le travail, ils n'arrêtent pas de dire, vous n'aimez pas le travail. Vous êtes des feignants, vous promouvez pardon, on n'aime pas le travail. Eux, le travail, vous savez comment ils l'aiment? Le travail et les travailleuses et les travailleurs, ils l'aiment pressé comme un citron, jusqu'à la dernière goutte. Voilà comment ils l'aiment. Ça explique cette réforme des retraites. Le refus aussi d'augmenter le SMIC au mois de juillet, la réforme de l'assurance chômage qu'ils sont en train de mettre en place. Ils aiment le travail pressé comme un citron. Ils aiment le travail qui ne revendique pas. Ils aiment le travail qui ne se syndique pas. Ils aiment le travail qui prend les coups, qui courbe les chines, qui sourit et qui dit merci. Eh ben non. Votre amour vache, vous le gardez. Et c'est le message qu'on va faire passer le 7 mars, tout est plus dans la rue, on reprend notre liberté, votre amour vache, vous le gardez, et nous on est fiers d'être des travailleuses et des travailleurs, et on va se battre, on garde la caisse de la sécurité, on garde la caisse de la retraite. Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisatrices et aux organisateurs de m'avoir donné l'occasion de m'échapper de Paris. J'arrive du Sénat et vous ne devinerez jamais pourquoi j'étais au Sénat jusqu'à il y a quelques heures. Mais je vais vous dire pourquoi. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents et présentes ce soir. Bien, c'est bien qu'ils soient aussi nombreux. Et merci de nous mettre un éventail pour mettre en perspective la grande journée d'action de mars. Et puis permettez-moi de faire un merci particulier, un coucou particulier aux députés, Claudia, Frédéric, parce qu'ils ont beaucoup travaillé avant nous sur ce projet de loi de modification budgétaire du budget de la sécurité sociale, parce que c'est un projet de loi modificatif au budget. Et fort heureusement, le travail que vous avez accompli ne nous a pas privés du devoir de travailler nous-mêmes également de notre côté. Mais le texte qui nous a été transmis au Sénat n'intègre rien du travail que vous avez fait. C'est le texte intégral du gouvernement dans lequel on dit circuler, il n'y a rien à voir, et dater tout ça. Ça, c'est pour ce qui est du panorama. Et ce qu'il y a de positif, c'est qu'à ce stade, rien n'est fait. Et je pense que c'est important que d'avoir conscience de ce potentiel qui existe pour résister à ce sale coup qui préfigure au fond un choix politique fondamental. Je vais y revenir si vous m'y autorisez. Donc je disais, ils ont choisi donc un projet de loi modificatif au budget de la sécurité sociale pour utiliser le fameux article 17. Alors c'est compliqué quand on dit ça aux gens, ici tout le monde, nous sommes tous instruits, mais quand on raconte ça aux gens, ils se demandent ça m'a l'air compliqué tout ça quand même. Ben, finalement, cet article 17 il consiste à dire eh bien, le 17A, enfin bref, n'entrons pas dans le détail, c'est de dire, eh bien écoutez, vous avez le droit de parler, de débattre, on commencera à telle heure à l'Assemblée nationale et on finira à telle heure, telle jour, et au Sénat, vous ferez la même chose, vous allez parler de ça du 2 au 12. Ce qui veut dire que c'est sympa d'être à Saint-Malo pour moi ce soir, mais on m'a bien fait remarquer qu'il fallait que je retourne dès demain jusqu'au 12, précisément pour ne pas laisser le débat se faire sans nous. Je dis tout ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est bien la preuve que l'objectif, ce n'est pas le débat démocratique, transparent et ouvert, c'est bien de corseter le débat et de nous dire demain, circuler, il n'a rien à voir, d'ailleurs, la droite ne s'y trompe pas. Alors, depuis hier soir, on a
entamé le débat, et puis ce matin, nous nous sommes beaucoup appesantis à gauche. On n'appelle pas ça la NUPES, puisqu'il manque la composante France Insoumise au Sénat pour l'instant. Mais il paraît que ça changera un jour. Le danger ne viendra pas de là, je vous rassure. Donc, nos composantes se sont réunies, on s'est mis d'accord pour mener la campagne des amendements. Et depuis hier soir, je disais à mes collègues, je me demande si le Sénat, si c'est une enclume ou un oreiller. Une enclume, puisque quand on tape dessus, ça ne bouge pas. Et un oreiller, quand on tape dedans, ça ne bouge pas non plus. Donc, en fait, de toute la matinée, depuis ce matin, on a repris la session, il n'y a eu en tout et pour tout 2 interventions des Républicains dans le débat que nous sommes en train de mener. Il y a donc une forme d'obstruction du débat démocratique sciemment organisée par la droite. Je crois qu'il faut en avoir pleinement conscience. Et puis, entre-temps, il y a un petit événement qui est intervenu il y a 3 jours, 2 jours, 3 jours. C'est une contribution de 47 sénateurs de la majorité actuelle dans un grand quotidien national. Et je trouve que cet article est assez intéressant parce qu'il dit « Enfonçons le coin de cette loi, mais Macron, il faut aller plus loin, il faut engager désormais le processus de l'organisation des recettes par capitalisation. » Le mot est lâché. Le mot est lâché. Donc, autrement dit, l'objectif n'est même pas de s'arrêter à quelque chose de grave, c'est encore de tendre à aller vers un objectif qui remettrait. Et ils utilisent la sensibilité légitime et opportune des gens au système solidaire par répartition pour essayer d'enfoncer le coin des prix. Alors, toute la matinée, jusqu'à 13h30, là où j'ai quitté, toute la matinée a été contestée à une charge en règle contre les régimes spéciaux. Contre les régimes spéciaux, étant entendu que la droite, représentée par son président, M. Retailleau, envisage dès le 8, c'est-à-dire dès mercredi prochain, c'est-à-dire après le 7, c'est dire si le 7 est important, envisage très clairement de revenir sur ces régimes spéciaux pour accélérer et mettre en œuvre dès 2023 la mise en miettes de 5 régimes spéciaux tout de suite dès 2023. Ça en dit long. Alors on nous dit, oui mais c'est pour plus de solidarité. Vous savez très bien qu'il y a des privilèges. Vous savez bien que le statut de cheminot, vous savez bien. Alors, ça ne résiste pas bien longtemps à l'argumentation, mais c'est vous dire la nature des débats que nous avons au Parlement. D'ailleurs, de ce point de vue, c'est intéressant de pouvoir se trouver dans des configurations comme celle-ci. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les combats que nous menons dans nos assemblées et les combats que nous menons dans la rue. Et nous serons aussi dans la rue mardi prochain. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur nos institutions. Il m'est arrivé de dire, je peux dire, allez, je vais le dire pour sourire. Je disais à un collègue parlementaire hier, s'il est arrivé parfois qu'on ait vu la gauche mettre en œuvre des politiques qui étaient un peu de droite, en revanche, on n'a jamais vu la droite mettre en œuvre des politiques de gauche. Jamais. Donc, alors je ne dis pas ça, on ne va pas se fâcher, mais je le dis comme ça, on se le dit entre nous, avec nos mots, nos langues. Et donc, il n'y a pas d'illusion à se faire. Dans le calendrier que je suis en train de regarder, parce qu'on les suit à la trace, ils sont très fertiles. C'est qu'en réalité, la droite, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va voter le flex Macron. Et elle va vouloir faire voter l'article 7, c'est-à-dire le report de l'âge de la retraite à 64 ans. Mais pour ce qui est du reste, ça ne m'étonnerait pas que dès mercredi, on accepte le reste, nous n'avons pas grand-chose de fiche. Passez-moi l'expression. Parce qu'une fois que tout ça, ça sera passé au Sénat, les choses sont institutionnellement relativement simples. On réunit une commission paritaire avec 7 députés et 7 sénateurs, la droite est majoritaire, il pondra un texte de droite, et ça donnera la possibilité donc au gouvernement actuel d'entériner finalement l'option de droite qui aura été retenue par ce texte. À moins que, il se passe des choses importantes dans la route. Je me permets d'y insister. C'est-à-dire que le débat, il est évidemment dans l'institution, mais le débat, il est dans la rue, et le débat citoyen. Et franchement, c'est ça qui va être déterminant. Parce que les limites de leur coup fourré va dépendre du niveau de la mobilisation de l'arme. Et je pense qu'il faut en avoir pleinement conscience. Et enfin, dernier mot, j'ai été déjà trop long, mais j'avais prévenu que j'étais bavard. Bon, en vérité, ils sont en train de préfigurer un choix de société. Un choix de société où finalement il n'y a qu'un truc qui les intéresse, c'est notre force de travail. Et quand on ne peut plus la sucer, notre force de travail, circuler, il n'y a plus besoin de nous. D'ailleurs, il y a des ouvrages qui ont été écrits là-dessus. Hein. Je ne veux fâcher personne, j'en ai lu quelques-uns qui ne sont pas appliqués des verres. Même au moment du Covid, on avait dit, quelqu'un a écrit que la crise Covid pouvait être une chance du point de vue de la démographie. Autrement dit, s'il y a quelques-uns qui meurent, ça fera autant de bouches en moins à mourir. C'est aussi cynique que ça. Et le choix de société, c'est assez bizarre, c'est que notre force de travail les intéresse pour produire plus et pour qu'ils puissent ponctionner plus. Daniel, je n'empiète pas sur des choses que tu as à dire à ce sujet. C'est ponctionner plus, pomper plus. Et au fond, demain, leur objectif, c'est de faire en sorte que cette valeur travail puisse être mieux exploitée. Et c'est ça qui explique les attaques contre les régimes spéciaux et autres. Régimes spéciaux, parce que ce matin, je me suis risqué quand même un petit truc, c'est-à-dire que c'est assez compliqué. Parce que les régimes spéciaux, d'abord, le premier régime de retraite qui a existé en France, c'était un régime social destiné à la marine royale. Ça s'est passé en 1673. C'était la marine royale. Et puis, au fil du temps, il y a des régimes qui sont nés, etc. Les danseurs de l'opéra. 12 minutes, je vais m'arrêter. Danseurs de l'opéra. Je peux faire quelques pas de danse en ayant un peu plus que 64 ans, mais ne me demandez pas de me produire à l'opéra. Ça, c'est le spectacle ne serait tout simplement pas possible. Voilà. Je suis votre serviteur pour autant et merci de m'avoir écouté. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être à Saint-Malo, puis surtout de retrouver de nombreuses personnes et surtout je pense qu'il y a beaucoup de personnes de gauche et souvent on se dit qu'à Saint-Malo il n'y en a pas tant que ça, mais on le voit ce soir. Vous êtes bien présents et c'est un grand plaisir. Bon, tout cela pour parler de quelque chose de beaucoup plus rude, ce projet de réforme qui arrive dans l'urgence, parce que moi, depuis que je suis au Sénat, eh bien, tout arrive dans l'urgence. On a un gouvernement qui accélère, surtout, qui nous envoie des projets de loi non aboutis, on peut dire même bâclés, avec des études d'impact qui ne sont pas du tout finies. Et débrouillez-vous avec cela. Et ce projet de réforme en est
un de plus. Et effectivement, on est tous ici ce soir parce que cela va impacter les vies de nombreuses personnes dans les années à venir. Qu'est-ce que vient faire cette urgence de réforme des retraites? C'est bien là la question. On est dans un monde où les crises s'empilent les unes sur les autres, se sédimentent, dans un monde où la guerre est revenue en Europe, dans un monde où on ne sait pas si demain tout le monde aura de l'eau potable, puisqu'on a une sécheresse hivernale terrible. Un monde où il y a le réchauffement climatique, et là, on vient rajouter de l'inquiétude dans ce monde-là. On sent bien que les Français sont sous tension depuis de nombreuses années. Et là, on vient encore insécuriser davantage avec ce projet de loi inutile, inique, et que rien ne justifie. Effectivement, on ne sait pas du tout, dans les années à venir, ce que sera l'espérance de vie. On s'appuie sur des choses au doigt mouillé. À plus 2 degrés, à plus 4 degrés, à plus 6 degrés. Quelle sera l'espérance de vie? Le président de la République a été surpris, tout à coup, du réchauffement climatique. Ce grand visionnaire n'avait pas vu que les rapports s'empilaient depuis 40 ans avec des études qui nous montrent que tout ce qui se passe aujourd'hui était prévu. Eh bien non, il n'avait pas vu ça, il n'avait pas vu venir cela, mais par contre sur les retraites, alors là, il ne veut pas qu'il y arrive quelque chose, qu'on ait du déficit dans 10, 20, 30 ans, ça, il ne faut surtout pas de déficit. Donc, voilà, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit mes collègues parlementaires, mais c'est une réforme complètement dogmatique, qui ne s'appuie pas sur des réalités, et surtout qui suppute pour l'avenir des choses qu'on est incapable de prédire. D'ailleurs, l'ANSES, l'OIT, Organisation internationale du travail, a sorti des études pour dire que dans les années à venir, le travail deviendra très certainement plus pénible du fait du réchauffement climatique. Et qu'il y a plutôt une nécessité de réduire le temps de travail, le réduire dans la semaine, mais aussi le réduire avec un âge de la retraite plus tôt. Donc on est complètement à contre-courant de ce que l'on devrait faire. Aujourd'hui, la question que l'on devrait avoir, quand on voit qu'il y a ce qu'on appelle cette grande démission par rapport au travail, c'est de se poser la question du sens du travail aujourd'hui et des conditions de travail aujourd'hui. Ça, c'est un vrai débat. Ça, il y a urgence à parler de cela. Quand on voit que les employés, les ouvriers sortent harassés, usés par leur travail, que les personnes qui travaillent dans les bureaux sont soumises au diktat de l'objectif. Le diktat des objectifs à atteindre et des objectifs bien souvent inatteignables qui font que l'on rentre chez soi avec le sentiment de ne pas avoir réussi à faire son travail. Et donc une usure qui se fait là. Une usure qui peut être physique chez les uns, mentale chez les autres. Et on ne se pose pas ces questions-là, et on se dit qu'il va falloir continuer, parce qu'il faut de la croissance, parce qu'il faut toujours remplir les poches de certains, pendant que d'autres sont en train de vider les caisses. Parce que s'il y a bien une continuité dans cette politique macronienne, c'est bien celle de vider les caisses communes. Le budget de l'État, j'avais été aussi endetté, mais c'est du fait d'un certain nombre de cadeaux qui sont faits en permanence. Depuis qu'il est arrivé, Macron, il a fait suppression de l'ISF, la flat tax. Et puis pour les entreprises, on supprime peu à peu tous les impôts de production, on supprime la CVAE, tout cela finit par vider les caisses de l'État. Et puis sur les caisses de retraite, c'est la même chose. Des exonérations en cascade, la prime Macron, plus de cotisation. Les heures supplémentaires, c'est Sarkozy qui avait commencé, mais on continue, pas de cotisation. La Cour des comptes le dit, on perd à peu près 80 à 100 milliards tous les ans, à mettre en comparaison aux 12 milliards que veut récupérer Macron avec ce projet de retraite. Donc on voit bien que tout cela est vraiment construit et que, eh bien, il va falloir continuer de se battre. Alors, camarades députés,
on fait le travail, on récupère le bébé. On a au Sénat une configuration différente, comme l'a dit Gérard, c'est-à-dire que, eh bien, on est 3 groupes de gauche, PC, PS, écologistes, il nous manque les insoumis, mais il y a eu de nombreuses réunions entre nos présidents de groupe, entre nous, pour vraiment avoir une stratégie. Parce que on dit le Sénat, ça va être feutré, c'est la fleur et mouchetée. Non, c'est pas feutré ni la fleur et mouchetée. Ça va être très rude. Ça va peut-être moins crier, mais les affrontements seront tout aussi rudes. Par contre, ce qui nous manque au Sénat, eh bien, c'est souvent, eh bien, un adversaire qui se réveille. C'est-à-dire que là, eh bien, les Républicains, dès le premier jour, dès jeudi, ils étaient pratiquement absents d'hémicycle. Ils étaient parsemés ici ou là. Et on l'a bien vu ces derniers jours, eh bien, ils ne répondent à rien. Donc, ça ne va pas nous faciliter la tâche, parce que pour pouvoir faire un débat, c'est mieux d'être à deux. Mais, eh bien, on va y aller quand même, parce que notre volonté, c'est de débattre, et puis de faire en sorte que cet article 7, qui est quand même l'article le plus important, je dirais, de cette loi, cet article 7 soit débattu le jour de la grande mobilisation, le jour de la France à l'arrêt, le jour du 7, le mardi 7. Donc voilà, ça c'est déjà notre objectif. Après, notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que cette loi ne soit pas votée au Sénat, pas plus qu'à l'Assemblée nationale, pour renvoyer le gouvernement devant ses responsabilités. Bon, on a déjà parlé de la forme, effectivement. C'est honteux, sur une réforme de cette importance-là, de passer par un projet de loi de finances de sécurité sociale rectificatif. C'est un scandale absolu. Quand on parlait d'accélération, on a un projet de loi qui va impacter terriblement les Français, et on ne peut pas prendre le temps d'avoir 1 mois ou 2 mois de débat, comme ça c'est déjà fait sur certaines réformes. Il y a même une réforme sur la retraite qui avait duré 5 mois. Mais aujourd'hui, non. Il y a une telle urgence, il faut y aller, il faut surtout éviter que les gens se posent des questions. Bon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le travail de l'Assemblée nationale a permis déjà de montrer que c'est un tissu de tromperie et de mensonges. Et qu'en fin de compte, on va voler aux Français 2 années de retraite, et sans doute les 2 meilleures années, puisqu'on sait que l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 64 ans et 5 mois pour les hommes, et de 65 ans et 9 mois pour les femmes. Et ça ne va pas forcément en s'arrangeant, parce qu'on est en train de supputer sur des améliorations. Non, ça veut dire que, eh bien, si cette retraite elle est à 64 ans, eh bien en moyenne, ça veut dire que pour les hommes, eh bien, il vous restera 5 mois en forme pour bien profiter. Sympathique. Surtout que je sors souvent cette petite boutade lors du départ à retraite d'une personne qui travaillait dans la mairie de Saint-Jacques, où j'étais élu. Lors de son départ en retraite, c'est quelqu'un qui avait pas l'humour, et à la fin, il nous a dit « La retraite, c'est bien, mais le problème, c'est que ça finit toujours mal. » C'était une grande lucidité. Mais ça veut dire que plus on va attendre, moins ça va aller longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut partir à 62, voire 60 ans, bien entendu. On sait qu'on a les moyens aujourd'hui. À quoi ça sert ce productivisme qu'on a mis en place? À quoi ça sert d'avoir inventé des machines si c'est pour toujours trimer davantage? Alors nous, on a fait une petite chose au Sénat, c'est pour venir sur l'article 1, sur les régimes spéciaux. Alors on s'est dit, puisque nos camarades républicains sont quand même les champions pour supprimer les régimes spéciaux, eh bien, commençons par chez nous, puisque l'on sait qu'au Sénat, on a un régime un petit peu favorisé, on va dire, avec 625 millions dans les caisses. Voilà. Eh bien, à l'initiative du groupe écologiste, mais avec tous nos camarades de gauche, nous avons fait une proposition de résolution. Alors, je pense que ça va faire jaser, ça va faire réfléchir un petit peu, parce qu'on a vu une proposition de résolution. Eh bien, regardons-le, ce régime du Sénat, et puis interrogeons-le, et regardons comment le Sénat
peut participer à la solidarité nationale. Et regardons où sont placés nos fonds, parce que nous, c'est un peu un système à part, c'est déjà un pré-système de capitalisation. Regardons où sont mis ces argents, des fois qu'il n'y en aurait pas un petit peu chez Total et je ne sais où. Donc voilà, on va essayer de les mettre en porte-à-faux, parce que moi, des régimes spéciaux, j'en voudrais, eh bien, pas seulement pour la Banque de France. Et des régimes spéciaux, il en faut pour les ouvriers d'agroalimentaire en Bretagne. Je vais visiter souvent des entreprises, et quand on voit ces gens qui travaillent dans le froid, dans l'humidité, à enfiler parfois des boyaux pour faire des andouilles, eh bien, je peux vous dire que ces gens-là, eh bien, c'est indigne de les faire travailler aussi longtemps dans ces conditions-là. Et moi, je ne peux pas me satisfaire de l'idée qu'il y ait 10 ans de moins d'espérance de vie pour un ouvrier que par rapport à un cadre. On ne peut pas s'en satisfaire et dire on va leur donner la retraite plus tôt parce qu'ils vont mourir plus tôt. Non, je pense que j'en reviens à ces conditions de travail. Il faut faire en sorte qu'on arrive à retrouver moins de déséquilibre dans cette espérance de vie, parce que c'est insupportable, éthiquement et moralement. Il faut vraiment travailler sur cette espérance de vie. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire pour terminer? Eh bien, tout simplement que à l'Assemblée nationale, on a parlé de ZAD. Eh bien, nous, au Sénat, je propose que l'on fasse une RAD, c'est-à-dire une retraite à défendre, et on compte sur vous. Merci. On va faire d'abord le passage par les questions de la salle. D'accord, on va essayer autant que faire se peut d'alterner un homme et une femme, parce que désolé, mais je suis féministe. Bon, bonsoir, Patrice Latron, je suis retraité, je suis né en 56. J'entends parler d'un vol de 2 ans, pour moi c'est un vol de 4 ans. C'est un vol de 4 ans qui n'a pas commencé l'an dernier, il y a 2 ans, et qui a commencé il y a déjà un petit moment. En 2016, j'ai fait ma demande de départ en retraite, on me l'a refusé. J'avais déjà 168 annuités. On m'a demandé d'en faire 4 de plus. Donc j'ai eu le droit à 1 an de banque alimentaire, plus RSA complémentaire de salaire. Tout ça parce que ce système d'escroquerie de carrière longue n'a jamais fonctionné. Donc le carrière longue, c'est aussi une escroquerie, dans le sens où on m'a demandé de travailler 4 trimestres de plus, et au bout de 43 annuités, on m'a payé 166 trimestres. Voilà. Donc quand j'entends aujourd'hui certaines personnes défendre ce système de carrière longue, alors que c'est une vraie escroquerie, qui a été mis en place il y a quand même assez longtemps, et qu'on met ce système en place en disant que c'est génial, parfois je vois non seulement rouge, mais un petit peu noir, on va dire. Donc je voulais savoir quand même la question fondamentale, c'est au-delà du non aux 64 ans, est-ce qu'on va se satisfaire de 63, 62, ou est-ce que votre revendication c'est 60 ans? Bonsoir, merci beaucoup déjà pour votre présence et pour votre combat aussi, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. C'est épique et ça mérite d'être vu d'ailleurs. Je vous encourage à le regarder. Moi, ma question, j'en ai plusieurs, mais celle-ci portera sur finalement les recours. Parce qu'on voit bien que, oui, effectivement, il y a forte chance quand même que cette loi soit quand même adoptée, que après la CMP. Et si elle n'est pas après la CMP, de toute façon, je crois que, vous me corrigerez si je me trompe, mais il est toujours possible de la faire passer par ordonnance ou alors par 49.3. Et je voudrais savoir si elle peut toutefois être frappée du sceau d'inconstitutionnalité du fait, par exemple, je sais que vous débattez beaucoup au Sénat, sur cette fameuse synthèse du Conseil d'État, et je voudrais savoir si, eh bien, il y a quand même un espoir qu'elle soit frappée de ce sceau d'inconstitutionnalité en toute partie. Merci. Oui, Christian Roche, je suis retraité, mais bon, j'ai l'expérience de beaucoup de luttes par rapport à des réformes des retraites. Mais par rapport à celle actuelle, c'est vraiment on a un contexte de très forte contestation et d'exigence du retrait de cette réforme libérale de Macron. En tant que militant CGT citoyen engagé, j'attends des partis de gauche non seulement une opposition parlementaire contestant pied à pied les mesures régressives,
mais aussi surtout un travail de fond pour présenter des alternatives progressistes face à toutes les politiques libérales. C'est urgent. Cela permettrait de redonner espoir à la grande masse de la population avec des partis de gauche unis et porteurs de projets répondant aux attentes sur la retraite, bien sûr, mais aussi sur le travail et les 32 heures. Sur la retraite, tout progrès dans le cadre d'un système par répartition devrait être conçu sur une base de financement par les cotisations. La part des richesses dès sa création revenant au salaire et à sa part socialisée doit être augmentée. Le renvoi à une redistribution de richesses au travers de la fiscalité n'est pas la bonne solution. Déjà, un point concret pourrait tout de suite être porté par les parlementaires de gauche dans le cadre actuel d'un projet de loi de finances rectificative de la Sécu. Face à la forte augmentation actuelle des prix, il est inimaginable pour les retraités de devoir attendre le 1er janvier 2024 pour la prochaine augmentation de leur pension. Le mode légal de revalorisation doit être urgemment modifié en s'inspirant de celui du SMIC, je ne dépasse pas le 2000. En effet, dès que l'inflation dépasse 2%, celui-ci est automatiquement revalorisé et chaque année s'y ajoute l'accroissement des salaires. Je veux aussi vite aborder un sujet brûlant d'actualité, de nouveaux cadeaux faits aux amis de la finance de M. Macron, dont BlackRock, auquel l'ERA vient de confier des placements d'obligations en dollars. Pourquoi ne pas immédiatement mettre en débat la question de la fermeture de ce régime spécial par capitalisation, le régime additionnel de la fonction publique, avec actuellement 37 milliards d'actifs financiers. Il est obligatoire pour tous les fonctionnaires sur leur prix, ils pourraient être transformés en l'intégrant au régime des pensions civiles et à la CNRACL. Merci. Oui. Alors, moi je suis pas encore à la retraite. Pourtant, je ne suis pas de la génération 80. D'accord. Je serais plutôt l'époque des yéyés. Je suis infirmière. Je cumule toutes les tares en fin de compte. Je suis infirmière, je suis une femme, j'ai eu des enfants. Je travaillais à l'hôpital. J'ai quitté l'hôpital. Alors, quand j'ai commencé à travailler, en plus j'ai une carrière longue, c'est pas long, parce que quand j'ai commencé à travailler, mon père m'a dit, mon père, ce héros, il me dit, déjà, tu rentres à l'hôpital, tu prends une retraite complémentaire. Ok. Puis j'ai quand même 19 ans. Ok, mais tu prends ça par d'accord. Donc j'ai été amputée de mon salaire pour payer, pour mettre de côté la retraite complémentaire. Deuxièmement, tu rachètes tes années, parce que tu partiras plus tôt. À l'époque, on était enfant, on rachetait ses années, quand vous commencez une carrière, vous n'avez pas forcément l'argent de côté. Hein. Ensuite, moi, quand j'ai commencé, on partait à 55 ans. Petit à petit, parce que c'était les régimes spéciaux. Petit à petit, on est revenu à 57. Aujourd'hui, je vais avoir 60 ans. Je suis en train de je me prends 9 fois de plus. Ça fait mal. Je ne dis pas où, mais ça fait mal. L'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'hôpital? Ça fait des années que l'hôpital va mal. Ça fait des années que les politiques de droite l'ont bien classé. Moi, j'ai quitté l'hôpital au moment de la tarification à la T2A. Hein, et en plus, concrètement, c'est quand ma cadre de santé m'a dit « tu passes trop de temps auprès du patient ». D'accord. Donc là, j'ai quitté l'hôpital, parce que je crois qu'on parlait plus du même langage. Je voulais partir en humanitaire, ma fille m'a retenue, et du coup, je suis rentrée à l'éducation nationale, pas dire. Hein. Donc, je suis encore fonctionnaire éducation nationale. Ça ne va pas bien non plus à l'éducation nationale. Hein. Mais je ne sais pas où aller maintenant, parce que je ne sais pas où ça va bien. Donc là, maintenant, j'espère le 7 mars qu'on arrivera à bloquer ce pays. Mais je crois que je n'y crois plus, malheureusement. Alors justement, je suis venue justement pour que vous me disiez, mais si, le 8 mars, tout sera aussi fermé, et le 9, et le 10, et le 11.
j'attends vraiment ça. Je serai le 7, je serai le 8 parce que je cumule femmes, mais j'aurais pu être le 9. Alors je sais que au niveau du... Quand on entend Macron, c'est, j'ai envie de dire que c'est mort. De toute façon, dès qu'il a une idée, il l'applique. Par force, oui, je sais, 2 minutes, ça passe. Et donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire contre ce charmant jeune homme. Merci. On va passer le micro aux intervenants. Rapidement. Alors, évoqué tout à l'heure la retraite de 60 ans. Moi, je reste vraiment quelqu'un. On a travaillé, alors 42 ans à l'époque, hein, on devait pouvoir partir après 42 années de cotisation. Et je regrette qu'on ait exigé les 60 ans. Mais quand on a une carrière longue, encore aujourd'hui, pas plus tard, peut-être 3 mois, mon frère est parti à la retraite, carrière longue, il est né en 62, il est parti en septembre 2022, il est parti à 60 ans. Il y a encore des gens qui bénéficient des carrières longues, et tant mieux. Le problème, c'est qu'il y en aura de moins en moins. Parce qu'ils ont même mis un dispositif dans la loi où des personnes qui avaient travaillé 43 ans pouvaient partir à 58 ans. Et donc, quand on a, là c'est pareil, on a interrogé un peu la sécurité sociale, enfin les caisses de retraite et tout, il y en avait 0. Parce qu'il aurait fallu qu'ils commencent avant 16 ans. Donc ça, c'est terminé. Mais il y a encore des personnes qui bénéficient des carrières longues, et je pense qu'il faut maintenir ce dispositif carrière longue. Alors, on entend bien, hein, ils veulent sans arrêt revenir à leurs 21 ans. 21 ans et 43, c'est toujours 64, quoi. Et donc, il faut absolument que les personnes qui ont commencé à travailler à 18 ans, à partir de 43 ans de cotisation, c'est sur ça aussi qu'on se bat, puissent partir à la retraite. Sauf qu'avant, c'était 40, je suis désolé. Oui, oui. C'est pas 43. C'est pas 43. Pour ce qui est de la constitutionnalité, nous avons des doutes sur la constitutionnalité de la procédure. Rien qu'hier, on a passé un peu de temps là-dessus au Sénat, et évidemment, le rejet en constitutionnalité n'a pas été adopté, mais c'est dire si on a des doutes. 2, le rapport du Conseil d'État, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Donc vous savez que le Conseil d'État a 2 casquettes, il est à la fois le Conseil du gouvernement, et il est en même temps la tutelle juridique. Donc, on a demandé aujourd'hui à peu près à 50 reprises que celui-ci soit rendu public. Si vous avez assisté un peu à la télévision, vous avez vu qu'on l'a réclamé. Donc il y a lieu d'avoir beaucoup de doutes sur la constitutionnalité. 3e chose, selon ce qui se passera là, toujours, on aura peut-être des doutes supplémentaires, parce qu'il n'est pas exclu de penser que la droite sénatoriale s'appuie sur l'adoption de l'article 7, et peut-être pas avec la majorité écrasante qu'ils espèrent, pour peut-être remettre en cause d'autres procédures derrière sur le reste de la loi, ce qui la fragiliserait encore au plan constitutionnel. Donc on est en veille sur ces choses-là, mais encore une fois, ça ne suffira peut-être pas pour empêcher. Sur ce que disait Christian Roche tout à l'heure, j'ajoute une petite chose supplémentaire. S'agissant de la contribution du gouvernement sur, comment dirais-je, les régimes de retraite, y compris de la fonction publique, la référence qu'ils ont prise, c'est la référence EPR. C'est-à-dire, c'est la référence qui consiste à ne pas assurer un apport à la retraite dépendant du produit intérieur brut. Autrement dit, on s'exonère de mettre autant que ce que le produit intérieur brut, les richesses produites, devrait inviter à faire. Ce qui va avoir un effet immédiat sur des régimes des fonctionnaires de la fonction publique d'État, mais aussi sur tous les autres organismes qui sont subventionnés par l'État. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour abonder dans ce sens. Voilà, j'ai écouté le débat de l'Assemblée nationale le dernier jour, et j'aimerais qu'on m'explique ce qui s'est passé justement. J'ai écouté jusqu'à 3h du matin, j'ai écouté en direct, depuis l'après-midi, et par rapport à la motion, la fameuse motion qui a été présentée après minuit. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est la motion qui a été proposée par le RN et par l'MPS, on avait demandé une aussi. Il y a eu un tirage au sort,
d'après ce que j'ai cru comprendre, et c'est celle du RN qui a été proposée. Alors peut-être je me trompe. En tout cas, ce que je voulais savoir, qu'est-ce que c'est. Enfin, je comprends évidemment que c'était très difficile de la voter, mais j'ai eu l'impression que chacun restait dans son parti, je veux dire, et pour pas voter parce que c'était RN, évidemment, je suis pas du tout d'accord non plus avec le RN, c'est pas la question. Mais qu'est-ce qui se serait passé si justement elle avait pu passer cette motion, si ça avait été donc celle de la vitesse qui avait été choisie, par exemple. Voilà, moi ça m'a gêné de voir que chacun restait dans son groupe, quoi, et peut-être que, comment je veux dire, le bienfait, je veux dire, national, enfin, pour tout le monde, n'a pas pu aboutir. Enfin, j'aimerais avoir des explications sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon, le RN. Je pense que je vais prendre la question par celui-là. Le RN, il se comporte comme des idiots utiles de la Macronie, super opposition. Alors, c'est pas gratuit ce que je dis, je sais que ça peut paraître gratuit, parce que j'y vais à la serpe, mais c'est pas une vérité non plus. Mais tout ce qu'ils ont fait dans le cadre des retraites, le débat sur les retraites, c'est le show médiatique. On pose une motion référendaire comme ça au début, j'ouvre la parenthèse. On pose une motion de censure à la fin, on ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse? Rien du tout. Et ils ont fait cette stratégie-là uniquement pour se mettre en avant, uniquement pour se mettre en avant médiatiquement, sachant que, voilà, essayer de discuter avec Marine Le Pen de la retraite à 60 ans, par exemple, à laquelle je suis favorable, de l'augmentation du SMIC, elle est en PLS. D'ailleurs, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC au mois de juillet. Moi, je dis ça parce que j'ai vu un abruti sur Twitter, je dirais c'est le royaume des abrutis des fois, qui expliquait que nous, on était des salauds qui avions refusé de voter l'augmentation du SMIC. Non, c'est le Rassemblement national. Les scrutins étaient publics, on a demandé des scrutins publics. Donc si vous avez la curiosité, vous allez voir sur le site de l'Assemblée nationale, et ça ne fait pas un prix. Ces motions-là ne seraient pas passées de toute façon. Il faut savoir par exemple que sur les motions de censure, seuls votent les personnes qui sont pour la motion de censure, c'est-à-dire pour censurer le gouvernement. Donc voilà, il suffit pour les députés de macronisme de ne pas se déplacer et puis ça ne passe pas, tout simplement. Seuls votent seuls sont comptés les voix, et les voix sont décomptées du total des 577. Donc de toute façon, ça ne passe pas. De toute façon, c'était un coup de com'. Et sur la motion référendaire, il faut voir ce qui s'est passé. Il y a un scandale, là encore, démocratique, c'est que, constitutionnellement parlant, on peut déposer une motion référendaire jusqu'au début, jusqu'à l'ouverture des débats. Nous avons déposé en premier la motion référendaire. On était les premiers. On était les plus nombreux, on avait le maximum de signatures. Le RN a déposé ensuite, après nous, moins nombreux, moins de signatures. Puis le petit groupe Lyoc, Liberté, Indépendance, Outre-mer et Territoire, voyant ça, pose lui aussi sa motion, et nous on a posé notre motion derrière. Normalement, le tirage au sort se fait à la pondération du nombre de signatures. Bizarrement, le tirage au sort doit se faire avant l'ouverture de la séance. Bizarrement, Madame Braun-Pivet, qui s'étalait dans les journaux en disant qu'elle était là pour défendre le parlementarisme, et là, de toute façon, c'est un fiasco, hein, avec surtout la présidence qu'elle a fait les 2 derniers jours, c'était un fiasco, on a bien vu que c'était le chien de garde de la Macronie, a décidé, et finalement, c'est donc la Macronie à l'IORN, ils ont décidé de procéder à un tirage au sort à bulletin simple entre les deux premières motions qui ont été déposées. Donc entre la motion UPS et la motion RN. Autrement dit, là où il devait y avoir 150 bulletins d'un côté et puis 70 de l'autre, donc c'est-à-dire un rapport quand même de 2 tiers, 1 tiers, on s'est retrouvé à un rapport de 50-50. Hop, le RN est tiré au sort. Donc là, il y a quand même une énorme. Je comprends plus. J'étais en train de faire. Là, il y a quand même un énorme, là encore, hold-up démocratique sur la question. Mais bon, je suis désolé, il faudrait que je rentre un peu plus dans le détail, mais j'espère avoir répondu au moins en partie à la question. Deuxième. Par principe, on ne vote jamais. Et par principe, on va pouvoir même qu'on ne participe
pas aussi. Oui, mais même si c'est dans l'intérêt. Même si c'est dans l'intérêt. C'est une question de dogme. On a décidé, c'est des décisions de groupe. C'est peut-être incompréhensible pour certains, mais c'est un choix politique. Et c'est l'ensemble de la NUPES. Non, mais c'est ce que j'entends. Pardon, tu me permets? Oui. Bonsoir à toutes et madame, bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers camarades. Ça fait vraiment plaisir d'être ici avec vous, au nom de l'Union démocratique bretonne, le parti autonomiste, écologiste et de gauche, qui célébrera d'ailleurs ses 60 ans l'année prochaine, mais qui n'a pas l'intention de prendre sa retraite, et qui a depuis sa création toujours pris part aux luttes sociales ici en Bretagne, et encore récemment contre les réformes des retraites qui se sont succédées, ou contre la loi travail. Donc c'est avec évidemment détermination que nous participons à ce mouvement contre une nouvelle réforme injuste et mensongère. Et c'est vrai, un vrai plaisir d'être ici à Saint-Malo, de voir que la salle est remplie. Je suis conseiller départemental, je viens souvent dans le cadre de mon mandat sur la côte, et je rencontre toujours des élus de droite. Donc ça me fait plaisir ici d'être dans une autre atmosphère. Au conseil départemental, on est 54 élus, la gauche est majoritaire, mais elle n'a pas accès à la mer. J'espère que ça changera un jour. Bien. Alors, cette réforme, elle n'intervient pas à n'importe quel moment. Elle intervient alors que les prix s'envolent, notamment ceux de l'énergie, ceux de l'alimentation. Et c'est ce moment que choisit Emmanuel Macron pour s'attaquer, en même temps, comme il aime à le dire, aux droits des chômeurs et des retraités. Dans un contexte où la pauvreté augmente dans le pays, les chiffres sont d'ailleurs tombés aujourd'hui, 22% de hausse du nombre de bénéficiaires des Restaurants du Cœur cet hiver par rapport à l'année dernière. Et donc on atteint le million de bénéficiaires, un chiffre qui n'avait jamais été atteint. Alors je suis venu aussi parler d'une catégorie de nos concitoyens qui sont impactés, qui seraient impactés par cette réforme, ce sont les agriculteurs et les agricultrices, qu'ils soient salariés ou exploitants. Le régime des retraites des agriculteurs et des agricultrices est très complexe. J'en suis pas spécialiste, mais je me suis quand même plongé dedans. Et puis j'ai surtout parlé à un agriculteur d'Ille-et-Vilaine, et ça donne des chiffres effarants. Cet agriculteur a travaillé 40 ans et demi en tant que chef d'exploitation. Au titre des régimes, c'est complexe encore une fois, forfaitaire, proportionnel, complémentaire, il touche 910 € de pension. 910 € de pension pour 40 ans et demi de travail. Mais avant, il avait été salarié agricole pendant 5 ans. Et cette pension de salarié agricole, son montant est de 210 €. Donc pour résumer, après 45 ans de travail, il a une retraite de 1114 € pour 45 ans de travail et 190 trimestres. Alors maintenant, je vais vous parler de sa compagne, qui a eu le statut de conjoint d'exploitant pendant 23 ans. Elle reçoit en tout et pour tout 247 €. Alors qu'ici en Bretagne, on sait que le modèle d'agriculture productiviste est depuis longtemps en crise. On peut parler bien sûr des effets qu'on constatons tous, les algues vertes, la qualité de l'eau. Ici en Ille-et-Vilaine, c'est moins de 3% des masses d'eau qui sont en bon état. Et ce modèle, il n'est plus soutenable d'un point de vue économique, produire toujours plus. Pour l'export, face à la concurrence de pays comme le Brésil ou la Chine, c'est peine perdue. Il n'est pas soutenable sur le plan social, avec des agriculteurs endettés qui n'arrivent pas à se payer correctement. Et bien sûr, on vient de le dire, d'un point de vue environnemental. Et voilà aussi que la filière bio elle-même est touchée, notamment, et pas seulement, à cause de l'inflation, et d'ailleurs dans l'indifférence du gouvernement. Il est temps de mettre un terme à ces injustices, si nous voulons qu'il y ait davantage de paysannes et de paysans qui produisent une alimentation saine et locale. Donc nous devons agir pour que les paysannes et les paysans aient les mêmes droits que les travailleuses et les travailleurs du régime général. Nous devons compenser les carrières incomplètes de leurs conjoints et de leurs conjointes, bien souvent des conjoints
et mettre fin aux inégalités entre la métropole et l'outre-mer, où les pensions sont encore beaucoup plus basses. Mais de cela, il n'en est pas question dans ce projet de réforme des retraites, qui n'offre aux agriculteurs et aux agricultrices que de travailler plus longtemps sans prendre en compte la pénibilité de leur métier. Alors j'ai commencé mon propos en affirmant le caractère injuste et mensonger de ce projet de réforme. Injuste, car seul le monde du travail est mis à contribution, alors qu'Emmanuel Macron, qui prétend mettre la sacro-sainte valeur travail au-dessus de tout, ne demande rien à ceux et celles qui gagnent un pognon de dingue en dormant, celles et ceux qui touchent des dividendes, qui touchent des revenus du capital, dont les montants atteignent des sommets. Il est injuste envers les femmes, qui touchent déjà des pensions largement inférieures aux hommes et qui devraient, pour beaucoup d'entre elles, travailler encore plus longtemps qu'eux, et même un ministre du gouvernement l'a admis. Mensonger quand Emmanuel Macron nous dit qu'il est légitime pour mettre en œuvre cette réforme, car il a été démocratiquement élu. Certes, il l'a été. Nous ne le contestons pas. Mais si une majorité des suffrages exprimés s'est portée sur son nom, c'est tout simplement et d'abord, et heureusement, pour que la candidate de l'extrême droite soit maintenue. Nous n'avons pas de leçon de légitimité à recevoir, nous les élus qui sommes ici, et qui avons été élus sur nos idées et notre programme, contrairement à lui. Mensonger encore quand on nous dit que ce projet vise à hausser notre régime par répartition sans baisser les pensions. Il s'agit même d'un double mensonge, car en allongeant la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein, c'est davantage encore de travailleuses et de travailleurs qui n'auront pas le nombre de trimestres requis et qui verront leur pension baisser. Et pour celles et ceux qui en auront les moyens, qui recourront à un régime complémentaire par capitalisation. Mais tout cela, les travailleurs, les travailleuses, la population l'a compris. Elle l'a démontré en se mobilisant dans les dernières journées de manifestation. Elle l'a compris grâce au travail de journalistes, d'universitaires et aussi des parlementaires que je remercie. Et il reste à convaincre, c'est vrai, à la veille de la bataille décisive qui s'engage le 7 mars, que nous pouvons gagner. Autant dans les sondages, une écrasante majorité des sondés est contre cette réforme. C'est vrai qu'une majorité aussi des sondés ne pense pas que nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner. Nous avons gagné en 1995, nous avons gagné contre le CPE, mais pour que nous puissions gagner, nous devons rester unis, et nous le sommes. L'intersyndicale est unie. Qui, encore il y a plusieurs semaines, aurait parié que l'ensemble des organisations syndicales appelleraient à bloquer le pays? Nous sommes unis aussi sur le plan politique. La gauche, toute la gauche, dans toutes ses composantes, socialistes, communistes, insoumises, écologistes, autonomistes, est unie. Tous ensemble, nous pouvons, nous devons et nous allons gagner. Ola Gebret, Sturmung bete contraire. Chers amis, chers camarades, la période que nous vivons actuellement, marquée par ce mouvement social aussi bien qu'inédit par bien des aspects que puissant, en tout cas, nous, les militants de l'NPA, on ne peut que se réjouir de ce mouvement social et de cette période. En effet, nous qui souhaitons régulièrement l'intervention de ce qu'on appelle les masses, les gens, les citoyens, sur la scène politique et sociale, des travailleuses, des travailleurs, des jeunes, de celles et ceux qui ne possèdent que leur force de travail pour vivre, eh bien, on est comme un poisson dans l'eau actuellement dans cette période. Les militantes et les militants du NPA, nous qui nous revendiquons la transformation révolutionnaire, toujours, de la société, nous sommes avant tout des militants et des militantes de ce mouvement social. Et c'est ça que je voudrais dire. Nous sommes avant tout des travailleuses et des travailleurs qui avons déjà fait 3, 4, 5 jours de grève et qui nous préparons dès mardi prochain à bloquer le pays jusqu'au retrait total du texte. La lutte actuelle contre le Premier ministre de Borne et Macron pose la question politique. Tu l'as dit tout à l'heure, Frédéric. Une question politique hyper importante, c'est celle de la répartition des richesses. Parce qu'il faut le dire, il faut le redire, il faut le crier. Le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas un problème démographique,
J'ai interpellé l'autre con sénateur de Vitré, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Genève, qui est Briac-Augueux, ça lui a pas plu, parce qu'il disait c'est un problème démographique. Non, c'est un problème de répartition des richesses. Il manque à terme, tout le monde a dit, 10 à 20 milliards d'euros pour financer les retraites, la belle affaire. Le corps dit 12 milliards en 2027. Bon, ça peut paraître élevé, 12 milliards, hein, personne n'a ça sur son compte en banque, mais rapportons ça aux 370 milliards, 340, 370 à terme des pensions de retraite. C'est comme si on avait un emprunt de 500 euros par mois et qu'il nous manquait chaque mois 15 euros. Alors 15 euros c'est beaucoup, pour beaucoup d'entre nous à la fin du mois, mais c'est rien d'insurmontable. Rien d'insurmontable fondamentalement de trouver ces 15 euros ramenés sur 500 euros. Ben, c'est pareil pour les retraites. Alors admettons, camarades, que j'ai ma carte OPS. Bon, ça plairait peut-être à mon camarade Benoît, mais il ne faut même pas être révolutionnaire pour trouver des solutions. Je veux dire, il suffit, il y a plein de solutions, on en a plein. Il suffit de 5% d'augmentation des salaires dans le privé, c'est 9 milliards dans les caisses de retraite. 5% d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires dans les fonctions publiques, c'est 1,25 milliard. 1 million d'emplois par les 32 heures, c'est 10 milliards dans les caisses de retraite. L'égalité salaire homme-femme, c'est 5,5 milliards. Supprimer les exonérations de cotisation retraite actuelles, c'est 3 milliards. La cotisation, une création d'une cotisation sur les dividendes, 80 milliards, les dividendes cette année, à 28%. On les spoile pas, 28%, vous imaginez, c'est rien, c'est 14 milliards. Supprimer toutes les exonérations de cotisation, c'est 60 milliards. Soumettre l'épargne salariale à cotisation sociale, c'est 6 milliards. Augmentation du taux de cotisation, etc. C'est de 2,5 points, c'est 30 milliards. Les excédents de la Sécu, c'est 10 milliards. Voilà, bon. Et là, je ne parle même pas des milliards qu'on peut récupérer sur la fraude fiscale et sociale faite par l'école blanche. Bref, de quoi très largement, non seulement financer le système de retraite, mais pour nous, et je réponds là à des gens qui m'ont interpellé, revenir à une retraite à taux plein à 60 ans avec 75% minimum du salaire après 35 annuités. C'est-à-dire juste ce qui existait il y a quelques années. Et c'était pas très bien. Alors la politique, elle va faire un grand perdant si on met en place cette politique. Et je pense que cette politique, même si je suis au PS, je peux la mettre en place. C'est même pas révolutionnaire hein, ce que je viens de dire. Mais elle va faire un grand perdant. C'est le capital. Et c'est lui qui nous affrontons. C'est ça qu'il faut voir. Alors, nous on dit que si on revenait juste à un retour, alors ça c'est ma prof d'éco qui est là dans la salle, mon ancienne prof d'éco, si on revenait juste à une répartition de la valeur ajoutée de 82, et 82, c'était Mitterrand, mais c'était pas non plus le communisme en France, hein, c'est-à-dire de 73,5% en faveur du travail contre 64,8% aujourd'hui, ça ferait un transfert du capital vers le travail à 212 milliards par an. Nos propositions, elles sont donc largement devant ça. Mais qu'on se le dise, Macron et son gouvernement ne sont pas à côté de la plaque. Attention, eux, ils défendent, et plutôt bien, un système qui bénéficie à une minorité de la population. Un système qui est un système pour les plus riches, un système, tout simplement, qui s'appelle le capitalisme. Il ne faut pas avoir peur des gros mots. Et que nous, en tout cas, nous voulons en finir avec ce système. Alors Gérard, tout à l'heure, l'a dit très justement. Derrière ce projet de rapporter la retraite à 64 ans, leur vrai projet, c'est de casser la retraite par répartition. Et c'est que les gens se tournent vers la capitalisation, parce que pour ces capitalistes, il est inadmissible que 300 milliards d'euros par an échappent aux lois du marché. C'est ça le problème. Alors, la question est comment imposer? Alors moi je ne suis pas élu, hein, je suis désolé, j'ai pu faire le plus minable score il y a quelques années aux élections législatives, j'ai fait 0,36, 0,24. Mais la question c'est comment gagner. Et là, permettez-moi la métaphore sportive. Il y a un syndicat qui n'est même pas le mien, parce que moi je suis syndicaliste hein, avant tout, hein, qui n'est même pas le mien, qui fait une métaphore sur les réseaux sociaux avec, à travers des visuels plutôt efficaces sur le match de boxe, dire qu'il faut mettre KO la réforme, mettre KO le gouvernement, et que pour l'instant, on a remporté le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, mais que pour l'instant, ça ne suffit pas.
On n'a pas encore gagné. Et donc, se pose la question de comment gagner pour vraiment les mettre KO. Et c'est là, sans doute, que nous pouvons, et que nous avons sans doute, des différences, voire des désaccords avec les camarades avec lesquels je partage, non pas la tribune, mais les chaises ici. Et c'est ça qu'il faut discuter. Si le débat parlementaire a permis de faire la lumière sur des mensonges du gouvernement, par exemple, et donc a été utile au mouvement social, par exemple sur les 1200 €, nous on pense, in fine, que seul le mouvement social et le rapport de force qu'on va instaurer dans cette opposition capital-travail va permettre la victoire. Parce que sur le terrain institutionnel, Macron et son gouvernement, ils ont tous les pouvoirs pour faire passer 10 fois leurs réformes. 47.1, 49.3, ordonnance. Ils ont fait, de toute façon avec la 5e République, ils ont fait tous les instruments pour que la bourgeoisie puisse imposer sa politique. Donc, il faut quitter, il faut siéger, c'est pas la question, mais il faut quitter les illusions de dire que ça se passe sur le terrain institutionnel. Et il faut choisir notre terrain. Et je m'excuse les camarades, mais notre terrain, c'est lequel? C'est celui du mouvement social, de la lutte des classes. Tout doit être fait pour élargir encore et encore le mouvement social pour allier massivité et radicalité. Et j'y viens, et radicalité. Parce que nous, on pense que pour gagner contre Macron, eh bien, il faut que notre classe, eh bien, elle soit unie. Ça passe par l'unité des organisations politiques, syndicales, associatives de notre classe. De ce point de vue, l'unité syndicale qui a lieu actuellement, elle est un point d'appui décisif et un signal hyper positif qu'il faut saluer. L'unité politique, à cette tribune par exemple, est aussi un point d'appui, et comme dans beaucoup de meetings, hein, il y a beaucoup de meetings comme ça qui se tiennent, même si elles ne gomment pas nos différences. Alors nous continuons à appeler un vœu, de nos vœux, un front social et politique. Alors quel plan d'action pour gagner? Je finirai là-dessus. L'épreuve de force, elle se présente. Macron et son gouvernement, ils ont mis la barre très haut. À nous de relever le défi. Répondons aussi haut et avec détermination par la généralisation de la grève, pour obtenir le retrait et plus encore. Les journées de mobilisation atteignent des niveaux historiques, comme en 1995, lors de la victoire contre le CPE. C'est en poursuivant, en massifiant la mobilisation, au-delà du vote de la loi s'il le faut, que nous pourrons gagner. Pour cela, il faut rester unis, comme je l'ai dit. Il faut aller où nous n'allions jamais, et où les travailleuses et les travailleurs sont prêts aujourd'hui à se battre, comme on l'a vu à travers les exemples de Dole de Bretagne ou de Combourg, où on a des centaines de personnes dans des manifestations qui sont des villes où il y a des déserts syndicaux et politiques. De même, on a besoin d'élever le rapport de force par la multiplication des actions de masse, par les blocages, par les manifestations en généralisant la grève. Les grèves dans les raffineries, les grèves des cheminots, des dockers, constituent des points d'appui importants pour discuter toutes, dès le 7, des grèves reconductibles partout et en même temps, dès mardi, dès mercredi avec la journée sur le droit des femmes et dès jeudi avec la jeunesse. Alors, il faut leur faire peur. La réforme des retraites, elle cristallise l'affrontement de classe qui a lieu actuellement. Gagner, c'est vital pour notre camp social. Pourquoi c'est vital? Parce que, non seulement il faut stopper ce projet et ce gouvernement, mais parce que si on est défait, les camarades, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va ouvrir la voie à la victoire de l'extrême droite fasciste en 2027 par le désespoir. Nous n'avons pas d'autre option que la victoire. Nous pouvons gagner, nous allons gagner, nous devons gagner, et comme disait le Che, hasta la victoria siempre. Michel, cheminot à la retraite. Et donc, moi j'ai l'expérience de 95, effectivement. Et en 95, je suis arrivé à l'État. On a gagné, pourquoi? Parce qu'on a eu une grève reconductive, notamment chez les cheminots, mais dans d'autres secteurs également. On a fait 3 semaines de grève. Les grèves reconductives, avec l'Assemblée générale tous les jours, pour décider de la constitution du travail, et rythmé, je ne me souviens plus exactement, mais 1 ou 2 fois par semaine, par des manifestations avec d'autres secteurs, il y avait des interprofessionnels. Je
crois que c'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Je n'ai aucune illusion sur... C'est important les débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Qu'on fasse la clarté sur les mensonges, tout ce qu'on veut, bien qu'on déconstruise le contre-réforme, soit. Mais c'est effectivement le mouvement social qui peut gagner. Macron, il a tous les leviers pour voter. Et je pense que je n'ai aucune illusion. Il va la voter d'une manière ou d'une autre. 47-1, 49-3, ordonnance. Il a une alliance visiblement avec les Républicains, à moins qu'il explose en vol parce que le mouvement social va être impétueux. Mais sinon, il faut la voter. Bien, on a déjà vu des lois votées qui ont été retirées ensuite. Mais si on a gagné en 95 assises là-dessus, et depuis on n'a rien gagné. Nous, les cheminots, on a perdu notre statut il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est les gaziers, les électriciens, la RATP et d'autres qui sont en ligne de mire. Il y avait une délégation aujourd'hui devant le Sénat de ces différentes corporations pour défendre ces régimes spéciaux. Bien. Et donc, je crois que c'est effectivement la grève politique qui est en jeu. C'est pas simplement le blocage de cette marche, voilà, je ne veux plus, mais c'est de poursuivre au-delà. Sinon, on ne gagnera pas. Et pour élargir, je pense qu'il ne faut pas rester simplement sur la réforme des retraites. C'est la question de la répartition des richesses. Donc c'est la question de l'augmentation des salaires dans un contexte d'inflation. Donc c'est la question de la réduction du temps de travail. C'est de cette manière-là, en combinant l'ensemble de ces revendications, qu'on pourra élargir à tous les secteurs et mobiliser tous les salariés, tous les travailleurs et les jeunes de ces Une dame. Oui, voilà, moi c'est une question un petit peu organisationnelle. Parce que, par exemple, à Saint-Malo et dans ses environs, pour le mardi 7, il n'y a que des intronisés dans les organisations syndicales qui sont au courant de ce qui va se passer. Parce que, très honnêtement, mis à part la manifestation, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, je pense qu'il y a quand même peut-être un peu de secret pour ne pas avancer trop de pions, parce que bon, on sait très bien quand même que sinon ça va être tué dans la très vite. Donc, comment faire pour, justement, au-delà, peut-être que le 7 n'est pas forcément la seule et une journée d'ailleurs, mais comment mettre en lien les actions syndicales, mais aussi les citoyens, parce que, ok, les réseaux sociaux, mais ça a ses limites quand même. Donc, comment mieux s'organiser et motiver, et mobiliser plus les troupes, voilà. L'intersyndicale qui peut répondre à cette question. Bonjour, Pierre, donc je ne suis pas de l'intersyndicale, mais je suis syndiqué à Saint-Malo. Ce que je sais actuellement, donc il y aura mardi, vous savez toutes et tous les rendez-vous pour la manifestation mardi. Il y a un appel pour une assemblée générale à 15h à la Maison du Peuple, donc assemblée générale qui regroupe toutes les personnes qui souhaitent venir. Le local est ouvert et nous sommes accueillis par la CGT, c'est l'UL-CGT. Après, voilà, c'est dans cette assemblée générale, entre autres, et dans les réunions de l'intersyndicale, que se discutent les suites. La première suite connue, c'est le mercredi, il y a un rendez-vous à la médiathèque, donc mercredi 8 mars, donc pour les luttes des femmes, peut-être un autre en parlera peut-être mieux que moi, mais voilà, il y a un rendez-vous, je crois, à 17h à la médiathèque sur la place Simone Veil, pas à côté de la gare, mais de l'autre côté. Jeudi 9, je ne sais pas actuellement ce qui est appelé, mais théoriquement à Saint-Malo comme ailleurs, il y aura aussi des manifs qui sont appelés par les mouvements de jeunes. À Saint-Malo, je ne sais pas, mais voilà. En fait, il y a une partie du boulot est à faire. C'est à. Voilà, je sais que dans la salle, il y a des syndicalistes, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait toutes les forces vives syndicales de Saint-Malo qui soient là ou représentées. Et c'est un des membres, c'est un des débats. Il faut qu'il y ait, concrètement, c'est à nous toutes et nous tous de construire le lieu de débat, entre autres l'AG mardi après-midi, 15h à la Maison du Peuple, et puis durant toute la manif. L'un des éléments de débat, l'une des questions qu'on est quelques-uns à vouloir amener au débat, c'est constituer une première caisse de grève qui permette financièrement de soutenir la grève de celles et ceux qui veulent le faire, parce que ça a été dit plusieurs fois dans les premières années. Voilà, un jour de grève ça va, 2 jours ça va, 3 jours ça pique. Et voilà, donc là pour faire grève, les 2-3 jours qui viennent, il y a un moment où il faut que les uns et les autres on puisse mettre des sous de côté pour aider celles et ceux pour qui c'est techniquement, financièrement plus difficile. Quoi. En sachant qu'en plus, comme ça a été dit, ce n'est qu'un début.
7, 8, 9, ce n'est qu'un début, mais qui va falloir continuer. Ce n'est pas 3 jours de live qui feront péter voilà, Le 8 mars, c'est un rassemblement organisé par les associations féministes de Saint-Malo. C'est effectivement à 17h30 précisément, à l'esplanade de Simone Veil, où il y aura une prise de parole des associations organisatrices, avec le soutien de la LDH, des droits de l'homme, et de l'UCL, l'Union communiste libertaire, mais la prise de parole sera uniquement par les associations féministes et par une femme parlant au nom de l'intersyndicale. Prise de parole suivie de chants. Vous allez avoir le programme total, suivi d'une flash mob et de jeux organisés par les associations féministes, le planning familial, les Malouines, les femmes solidaires et j'en oublie un. Nous toutes. Merci. Voilà, vous avez tout le programme pour le 8 mars. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, au niveau citoyen, citoyenne, pas seulement pour les syndicats, de pouvoir bloquer le port? Parce qu'ici, à Saint-Malo, c'est là-dessus que ça peut passer. Les Gilets jaunes avaient réussi. Pourquoi nous, on ne pourrait pas bloquer le port? Citoyen, citoyenne, retraité. On est question. Le principal pour moi, c'est d'installer la grève. Et la grève, ça commence d'abord par s'installer là où on travaille. Alors, je ne sais pas, on travaille, je ne sais pas, mais d'essayer déjà dans sa boîte, dans son entreprise, dans son maison, etc., d'installer la grève. Ça, c'est la première chose. De se réunir avec les collègues. Moi, je travaille à l'école de Saint-Domingue. Je fais le tour des agents communaux, je fais le tour des écoles du coin, etc., pour essayer d'installer la grève. Après, avec les grévistes, essayer d'avoir un temps d'échange avec eux, le jour de la grève. Ça, c'est hyper important, d'essayer de faire des assemblées générales. Parce qu'on voit bien qu'on a perdu cette culture, on est en train de perdre en partie cette culture de l'assemblée générale, où ça se décide. Donc, essayer de monter même si on est 5, même si on est 10, et de poser les questions de comment on fait pour rebondir, etc. Et puis après, il ne faut pas hésiter à interpeller, moi je suis syndicaliste, à interpeller les organisations syndicales. Les organisations syndicales, pour moi, c'est comme ça que je le conçois, elles ne demandent qu'à répondre à des demandes s'il y a des choses. Je veux dire, Combourg, c'est pas moi, dans ma petite tête, qui ai dit tiens, on va aller manifester à Combourg. C'est parce qu'en faisant le tour des écoles, il y a eu des collègues, etc., qui ont dit ce serait bien si on faisait une manif à Combourg. Bon, je sais que, d'après ce que j'ai compris, à Dinard, samedi, il y a quelque chose qui est en préparation. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler, l'intersyndicale, elle est unie, à appeler le syndicat que vous voulez, pour dire, voilà, nous, on est des travailleurs et des travailleuses de telle entreprise, on veut faire ça, qu'est-ce que vous pensez? Et je pense qu'on ne demande que ça. Là, moi, mon syndicat, on ne demande que ça. Voilà. S'organiser à la base, démocratiquement, pour essayer, là où on est, de multiplier ces lieux de rencontres et de grève et d'assemblée générale. Et je veux dire, sur Saint-Malo, l'assemblée générale qui aura lieu après la manifestation, elle est hyper importante. Parce qu'on va se rencontrer entre travailleurs en lutte. Et on va pouvoir échanger. Est-ce que demain, on fait un truc autre? Parce qu'on sera avec les gens du barrage, on sera avec les cheminots, on sera avec des enseignants, on sera avec des gens de telle ou telle boîte du privé qu'on vient de travailler. Et qu'est-ce qu'on fait? Au-delà du CEL qui est organisé par les organisations féministes, mais dès lui. Et moi, je pense que lui, il va y avoir quelque chose. Il faut juste qu'on se déplace à cette assemblée générale. Bon, alors du coup, on va conclure. Là-bas, derrière, vous trouverez de quoi manger si vous avez faim. C'est à prix libre, donc on ne vous oblige pas à payer. Vous pouvez mettre un 2 €, petite soirée. N'oubliez pas non plus qu'à la sortie, il y a une caisse avec une caisse de soutien. N'hésitez pas non plus à nous mettre des petites pièces, s'il vous plaît. Allez, bonne soirée à vous.